Le thème que l'on a retenu aujourd'hui, c'est pour une plus grande efficacité de l'action publique, évidemment en matière d'aménagement, mais je pense qu'on pourrait malheureusement rajouter en matière de beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est même d'ailleurs un petit peu ce qu'on pourrait déplorer aujourd'hui, c'est que l'aménagement, dans son sens très large, pas seulement dans le métier d'aménageur, mais l'aménagement du territoire, donc aménager, ça partage la même racine latine que permanent, donc c'est bien la capacité à imaginer le territoire à long terme. Et malheureusement, ce qu'on pourrait déplorer, c'est que l'aménagement, en la matière, ne fait que rejoindre une longue liste de politiques publiques dans lesquelles aujourd'hui, l'action de l'État au sens très large, pas seulement l'État central, mais l'État et les différentes personnes publiques ou parapubliques qui le composent, souffrent d'un registre d'inefficacité. Aujourd'hui, c'est pas faux de le dire, on pourrait prendre un grand nombre de politiques publiques, comme je le disais, et quand on interroge les Français, quand on regarde les sondages sur la question de l'efficacité de l'État, force est de constater que nos concitoyens, et je me range dans ce camp-là, considèrent que l'État n'est pas efficace, au sens où aujourd'hui, il n'assure pas ses politiques publiques. Et l'aménagement, comme je le dis, rejoint malheureusement cette cohorte de politiques publiques inefficaces. On le voit, vous avez encore entendu le 21 janvier dernier une incantation, j'ai envie de dire, du Premier ministre, nous annonçant 500 000 logements, un chiffre que évidemment nous n'avons plus atteint depuis des décennies, que nous n'atteindrons sûrement pas peut-être plus jamais. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la question de l'efficacité est la question primordiale, puisqu'on a des incantations, on a des orientations, on a des envies, mais que derrière, elles ne se traduisent plus du tout sur le terrain. J'ai entendu lors des tables rondes, effectivement, deux sujets qui m'ont fait sourire jaune, mais qui m'ont fait sourire, c'est la question des friches d'entrée de ville, des friches commerciales, et des friches de bureaux ou de la capacité à convertir des bureaux en logements, qui sont deux serpent de mer, peut-on dire maintenant, puisque ça va faire presque 10 ans qu'on en parle sans résultat. Et donc le point est intéressant. On est dans cet objectif d'incantation, on cherche des solutions qui malheureusement ne se concrétisent pas. Alors, elles existent. Les friches commerciales d'entrée de ville existent de facto. Les millions de mètres carrés de bureaux vides en région Île-de-France de manière permanente. Et la question était de savoir quel était un bureau obsolète. Un bureau qui aujourd'hui n'a pas été loué pendant plusieurs années, 2-3 ans, et qui est vide de manière structurelle, il est évidemment dans la catégorie obsolète vu le profil de la demande de bureaux aujourd'hui en Île-de-France. Donc ces sujets-là existent. La question, c'est pourquoi n'arrivons-nous pas à les traduire en action concrète et derrière à en faire ce qu'on recherche. Et encore une fois, si l'objectif de la politique d'aménagement aujourd'hui, c'est de produire des logements, puisque c'est un peu ça qui a été dit depuis toujours, l'objectif de la politique d'aménagement est concentré sur le logement en partant du principe que les autres types d'activités, le secteur privé, est à même de produire en quantité suffisante, que ce soit les locaux d'activité, que ce soit les locaux commerciaux. D'ailleurs qu'il faut plutôt réguler pour éviter une surproduction, mais sur le logement, on a plutôt cet objectif de vouloir encourager ou d'aller un peu plus loin. Pourquoi n'arrivons-nous pas à traduire ces éléments concrets, ces fonciers, ces bâtiments qui sont vides, qui sont obsolètes, en production de logements? Et je pense que la réponse est qu'aujourd'hui, l'action publique en matière d'aménagement est malheureusement devenue inefficace. Elle est devenue inefficace pour une grande raison qui, à mon avis, vaut pour toutes les interventions aujourd'hui de l'État, c'est que l'on a cru que la norme pouvait suffire pour influencer le comportement des acteurs. Et donc, on a une production de normes extrêmement importante qui, sur le papier, chacune d'entre elles pourrait aller dans l'objectif qui est celui de produire plus de logements, mais qui en réalité, en s'ajoutant, en se sédimentant, en se renforçant, finissent tout simplement par aller contre l'objectif numéro 1. Et c'est quelque chose qu'on perçoit très fortement avec une production de textes qui, ces dernières années, a très largement enflé, qui, en plus d'enfler, s'est durci. Le durcissement de la norme, c'est tout simplement quand on fixe un objectif, mais on fixe les moyens. Vous avez peut-être vu récemment la RE 2020,
c'est un texte que je connais bien pour avoir rédigé l'année dernière à la demande du ministère le rapport d'évaluation de la RE 2020, prescrit des indicateurs, différents types d'indicateurs, notamment un indicateur carbone sur la construction. Et cet indicateur fait qu'un certain nombre de méthodes de chauffage sont obsolètes. Elles sont obsolètes par nature, puisque de toute façon, elles ne peuvent pas atteindre les objectifs carbone. Et là, récemment, en janvier, parce qu'il fallait faire encore en février, pardon, il fallait faire encore une annonce, on a dit que cette fois, on interdisait de facto les chaudières à gaz qui n'étaient pas prévues dans le texte de la RE 2020, qui encore une fois fixe un objectif et après laisse aux acteurs le moyen d'atteindre cet objectif. Si par nature les chaudières à gaz ne peuvent pas atteindre cet objectif, eh bien, évidemment elles sont sorties de l'équation. Mais là encore, on voit que la tentation à chaque fois n'est pas seulement de donner l'objectif, c'est aussi de prescrire le chemin pour y arriver. Et évidemment, ça durcit la loi. Le troisième problème avec nos lois, c'est qu'elles manquent cruellement d'études d'impact. Je ne vais pas revenir sur toutes les grandes lois environnementales qui ont touché au secteur de l'immobilier et donc de facto au secteur de l'aménagement du territoire ces dernières années, mais elles souffrent très largement d'études d'impact. Et au-delà de souffrir du manque d'études d'impact, elles ont un énorme problème, c'est qu'il est très dur de faire machine arrière. Elles ont des effets cliqués qui sont très 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 puissants et c'est quelque chose qu'on sous-estime tout le temps. Parce que quand on fait la norme, quand on fait ces grandes lois, à chaque fois, on entend dire on va essayer, on va voir, et si c'est compliqué, on pourra toujours faire demi-tour. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire demi-tour. Tout simplement parce que le coût d'adaptation à ces textes, le coût d'adaptation à la norme est tellement important pour tous les acteurs autour de la table que le retour en arrière est perçu comme des coûts, des sunk costs, on dit dans la bonne sociologie de l'action publique anglaise, comme des coûts perdus. Et ces coûts perdus, évidemment, personne n'a envie de les assumer. Donc au final, tout le monde se conforme. Et c'est très pernicieux parce qu'à la fin, tout le monde devient défenseur d'un texte qui objectivement peut aller contre l'intérêt général, ou en tout cas ne prouve pas sa vertu pour aller dans le sens de l'intérêt général, mais tout le monde en devient un petit peu défenseur, tout simplement parce qu'il s'est adapté, il s'est conformé, et en faisant ces efforts d'adaptation et de conformation à ce texte-là, personne n'a envie évidemment de faire le retour en arrière. Et ça, c'est un gros sujet et évidemment un gros problème. Le quatrième point dans ces textes-là, c'est que l'État a l'impression que l'État fait supporter le coût de la norme sur les différents acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant quand on regarde les grandes normes qui ont été produites ces dernières années. C'est que, en fait, ce sont des textes qui ne coûtent rien à l'État. Aujourd'hui, un texte comme la RE 2020 ne coûte rien à l'État. Absolument, pardon, peut-être quelqu'un de la DHUP dans la salle, donc me dira qu'il y a quand même un petit peu de travail sur la constitution des données de référence. Mais on va dire que c'est un texte qui coûte quasiment rien à l'État. Le coût est porté par qui? Le coût est porté par les gens qui produisent, et les gens qui produisent le répercutent sur les gens qui achètent et qui vivent à l'intérieur de ces bâtiments. Et donc, un grand nombre de ces réglementations, on pourrait passer sur les réglementations des diagnostics de performance énergétique, qui est une réglementation qui ne coûte rien à l'État, puisqu'elle est le coût de la vérification, le coût de la conformité, le coût du contrôle est un coût qui est délégué au secteur privé, avec une obligation évidemment pour les acteurs privés de s'y conformer, mais ce coût est délégué au secteur privé. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et donc on a des normes qui s'accumulent, puisque comme elles sont gratuites, encore une fois, du point de vue de la puissance publique, eh ben, on peut les accumuler de plus en plus sans qu'il y ait vraiment de coût. Évidemment, il y a un coût énorme pour la société. Hein. On pourrait faire donner les chiffres. Hein. On a une industrie du diagnostic qui a franchi le milliard d'euros. On a du contentieux qui explose. Il y a plein de choses qui font que tout ça a un coût dans la société. Mais la réalité, c'est que du point de vue de l'État, c'est relativement visible. Et donc, ça permet de donner l'impression de continuer ces textes. Un autre point qui est très important dans la compréhension de pourquoi on produit ces normes et pourquoi elles ont de moins en moins d'efficacité sur la cible et la trajectoire, qui encore une fois est une trajectoire qui, je pense, est partagée. Quand le Premier ministre, encore une fois, s'engage en donnant un chiffre, on peut espérer que ce chiffre est quelque chose qui a été débattu, discuté et qu'il est l'aboutissement d'une sorte de concertation au sein des différents. Quand on le fait dans le cadre de la planification de la politique énergétique, on ne donne pas des chiffres à la légère. Donc on peut espérer que le chiffre ou la cible de 500 000 logements n'est pas une cible qui est donnée à la légère. L'autre point qui est très important, c'est que plus on fait de normes,
plus on laisse entrer des intérêts minoritaires. Et moins, en fait, en réalité, on laisse entrer l'intérêt général. Je l'ai beaucoup vu sur la RE 2020. Sur la RE 2020, à la fin des fins, encore une fois, comme je le disais, c'est une politique dont le coût est assumé par les occupants du bâtiment. Mais évidemment, il est impossible d'aller chercher l'opinion des occupants du bâtiment. Les centaines de milliers de ménages qui accèdent à la propriété ou qui achètent, comment les sonder, comment connaître leur avis. Donc au final, on entend qui? On entend le constructeur, on entend le promoteur, on entend un petit peu les bailleurs sociaux qui sont des acquéreurs importants de la production neuve également, mais on n'entend pas du tout les autres acquéreurs qui sont, encore une fois, ceux qui vont supporter le coût de la norme. Et plus on écrit, plus on rédige, plus on accumule ces couches normatives, plus on offre des opportunités de défendre des intérêts minoritaires ou des points de vue de gens qui ont la capacité de défendre leurs intérêts et non plus l'intérêt général. Le dernier point de cette accumulation législative et son coût, c'est évidemment qu'elle change énormément. D'une part, elle est complexe à comprendre. Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de sujets. Elle est complexe pour une raison très simple, c'est que avant, quand on faisait de la norme, le résultat, l'output, le résultat de la norme était un objectif physique. Et donc, c'était assez simple à mesurer. Quand on commence à mesurer des choses comme le carbone, ça ne se mesure pas. La réalité, ça se mesure, mais ce ne sont que des approximations. On ne sait pas réellement mesurer le nombre de particules de carbone dans un mètre cube d'air. Donc on prend des approximations. Et plus vous prenez des approximations dans quelque chose, évidemment, plus vous rendez compliqué l'évaluation et la compréhension de ces normes-là. Et ces normes, en plus, ont le malheur de changer énormément. On va être à je ne sais plus combien de lois sur le ZAN qui se promènent entre le Sénat et l'Assemblée nationale désormais, avec des multiples tentatives. Je ne reviendrai pas sur le destin heurté du diagnostic de performance énergétique, dont on a vu que, encore une fois, comme on ne mesure plus quelque chose de concret et on doit mesurer des choses abstraites, on peut changer les formules de manière extrêmement forte avec des effets de balancier extrêmement puissants. Je ne vais pas revenir sur l'aventure du coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire, qui, encore une fois, est une formule mathématique dont on peut défendre des valeurs entre 0,8 et 4, parce qu'il suffit de prendre des hypothèses à la sortie de ce que réellement produit une centrale nucléaire pour faire varier énormément ce coefficient de conversion d'énergie finale en énergie primaire. Et donc on voit bien que ces normes ont cette capacité à être manipulées, manipulées pas au sens négatif du terme, mais dont en changeant une formule de calcul, un symbole dans l'équation, on fait varier, on pouvait sortir 400 000 logements du régime des passoires énergétiques ou non. Alors je suis très favorable à l'abaissement du coefficient de conversion de l'énergie finale en énergie primaire, donc je ne déplore absolument pas ça. Ce que je déplore, c'est évidemment le fait que tout ça est très compliqué à lire pour les acteurs, très compliqué à lire pour les particuliers. Et tout ça participe à cette instabilité, cette incompréhension, et à la fin participe évidemment au fait à l'inefficacité de cette politique publique et au fait que cette politique publique extrêmement volontariste sur le papier ne se traduise pas en actions réelles et concrètes sur le terrain, et qu'on assiste de manière extrêmement forte à un recul de la production. Et ce qui est assez spectaculaire, et vous l'avez mentionné tout à l'heure sur la seconde table ronde, c'est la solution pour réussir à sortir de ce marasme-là devient de dire, en fait, il nous faut créer des zones sans normes. Et donc, c'est évidemment le régime on n'est même plus au niveau de la simplification, puisqu'on se rend compte que la simplification, comme je le disais, est un exercice tellement compliqué. Les normes sédimentent extrêmement vite. Les gens deviennent défenseurs de ces normes parce que les intérêts sont installés, parce qu'on a fait des coûts d'adaptation qui sont extrêmement forts. Donc, on abandonne le registre de la simplification et on passe au régime, alors on l'appelle le régime Notre-Dame, on l'appelle le régime Jeux Olympiques, on l'appelle le régime des ordonnances, peu importe le véhicule qui porte ce type-là, mais en réalité ce sont des régimes dérogatoires à la norme, tout simplement parce qu'on a créé un carcan, une gangue, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui fait qu'aujourd'hui, dans le régime normal, il n'est pas possible de faire coïncider le régime normal avec l'objectif qui est l'objectif
d'intérêt général, et j'ai envie de dire, en tout cas l'objectif politique tel qu'il a été déterminé pour le pays. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est possible, ça s'est déjà vu dans beaucoup c'est pas propre qu'à la France, ça s'est déjà vu dans beaucoup d'autres pays, hein, où à force de cette sédimentation et cette complexification rend le sujet simplement possible par la sortie de la norme et le régime d'exception. Évidemment, le régime d'exception est un régime extrêmement complexe, puisqu'il ouvre au fait du prince absolu, c'est-à-dire quelle zone va pouvoir être choisie pour faire partie d'une exception, quelle autre zone ne ferait pas partie, avec un pouvoir de centralisation extrêmement fort. Donc pour moi, c'est pas la solution, c'est une solution de court terme, elle peut exister, elle a le mérite d'être mise sur la table. Je ne suis pas du tout certaine qu'elle soit pérenne et qu'elle permette de répondre aux enjeux d'aménagement. Et puis elle est même, en elle-même, elle est un peu contrariante avec l'idée d'aménagement. L'idée d'aménagement, comme je le disais, ça partage la même racine que permanent. Donc c'est bien l'idée que ce ne doit pas être quelque chose d'exception. Ce doit être quelque chose qui doit justement être installé pour fonctionner dans un régime stable, stabilisé, de long terme. Une autre proposition alternative que j'aurais envie de pousser. On parlait un petit peu de est-ce que le logement peut arriver en 2027 en haut des programmes. En 2022, j'avais écrit le logement bombe sociale à venir en disant bah, c'est quand même terrible parce que personne n'en parle dans le débat présidentiel de 2022 et il y a de fortes chances que ça nous explose à la figure. Alors ça n'explose pas, la crise du logement en réalité, c'est une crise insidieuse qui déploie ses effets de manière un peu pernicieuse. Mais quelque chose qu'on pourrait imaginer, c'est être un peu différent ou disruptif, serait plutôt de remettre le rôle du juge au cœur de cette production. Et moi, c'est quelque chose auquel j'ai envie de croire, et j'ouvrirai le débat là-dessus, et vous serez sans doute bien mieux placé pour valider ou infirmer cette idée. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de porteurs de projets acceptent l'idée d'aller en justice contre des décisions d'urbanisme qui, de leur point de vue, ne vont à l'encontre de l'intérêt général, que ce soit du PLU, du PLH, peu importe les types de documents ou l'autorisation d'urbanisme en elle-même. Et pendant très longtemps, il y a eu une crainte à mener de tels combats judiciaires en disant bah, si je fais ça, je vais être radié de la commune ou de l'intercommunalité et personne ne voudra jamais me revoir. Aujourd'hui, sous pression du marché, on va dire, étant obligé de faire quand même, on voit de plus en plus monter ça. Et personnellement, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que il y a peut-être plutôt que d'imaginer des régimes d'exception qui vont évidemment brusquer, et de toute façon, l'exception, elle a ses limites concrètes. Beaucoup de gens rêvent encore de donner le pouvoir du préfet, de reprendre le pouvoir du préfet, du maire pour le donner au préfet. Je pense qu'ils n'ont jamais vu dans certaines communes carencées, là ça délivre pas vraiment beaucoup d'autorisations pour autant. Il y a tellement de moyens de faire de la guérilla réelle parce que les oppositions sur le terrain peuvent très facilement dépasser les compétences des uns des autres. Mais l'idée qu'on puisse repartir devant le juge, alors il faudrait des canaux appropriés, avec un traitement rapide. Aujourd'hui, le problème de cette procédure, c'est qu'elle est beaucoup trop longue. Elle ne répond pas à l'horizon temporel des porteurs de projets. Elle dure des années, là où il faudrait qu'elle dure des semaines. Mais si on pouvait imaginer une justice plus rapide sur ces sujets-là, on pourrait peut-être retrouver au sein des tribunaux administratifs, un équilibre qui aujourd'hui, de mon point de vue, ne viendra pas de Paris, parce que ce n'est pas de la norme faite à Paris qu'on fera quelque chose, et ne viendra pas non plus des préfets et des autorités déconcentrées, parce que ce n'est pas les préfets qui feront le pouvoir d'urbanisme et l'aménagement en France dans les prochaines années. Merci à tous.